INA Podcast. Affaire Guy Georges. Épisode 3. SK1 identifié et arrêté. À la demande du juge Thiel, tous les laboratoires qui pratiquent les tests ADN en France se lancent sur la trace du serial killer. Le 24 mars 1998, le docteur Olivier Pascal, chef du laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Nantes et expert en génétique, trouve dans ses dossiers la correspondance génétique avec l'ADN de SK1. Aussitôt, il téléphone au juge Thiel, puis à Martine Monteil. Martine Monteil raconte à Pierre Chassagneux. Le 24 mars 1998, un coup de fil très important arrive à votre bureau. Oui, alors c'est le docteur Pascal, qui est élu laboratoire de Nantes, qui m'appelle, la secrétaire du docteur Pascal. Alors moi, je veux dire, je suis fébrile, hein, toujours. Donc, il m'appelle, il me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh là là là, je crains le pire. De toute façon, il faut savoir les deux. Alors, je dis commencer par la bonne. Et la bonne, c'est que j'ai identifié le tueur en série. C'est Guy Georges. Et la mauvaise, c'est qu'il est passé par le service en 95. Oui, effectivement, c'est la mauvaise nouvelle. Merci, docteur. De toute façon, on est heureux. On est heureux, dans un premier temps, par la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'identification. Et là, il faut faire très vite. Pas question d'avoir les états d'âme sur la mauvaise nouvelle. Donc, immédiatement, c'est branle-bas de combat dans le service. Donc, je réunis tout le monde, tous mes chefs de service, les chefs de groupe. J'ai dit, bon là, allez hop, terminé, on y va. Donc, diffusion de photos. Il faut que chaque flic de la police nationale ait une photo dans ses poches. Donc, on fait sortir tout. Vous me faites sortir toutes les procédures. Tout le monde les étudie pour qu'on ait toutes les adresses fréquentées par ce tueur, même dans toutes les affaires pour lesquelles il a été arrêté. Parce que finalement, on se rend compte que ce type, il est connu des services. C'est pour ça que le fichier ADN, s'il avait existé, on aurait évité d'autres morts. Bon, ouais. Et donc, il est connu même pour d'autres affaires. Donc, toutes ces affaires, c'est là qu'on ira dans la famille d'adoption, ses squats, c'est les bars qu'il fréquente, là où il prend ses petits pécules pour vivre, enfin, toutes les adresses, etc. Donc, tout ça est lancé, et là, on va avoir une traque de 48 heures, quoi, en quelque sorte, où là, tout est, je dis à la direction, moi, il me faut carte blanche pour que tous les services travaillent avec nous, parce que, évidemment, je vais pas avoir assez de monde à la seule brigade criminelle, si vous voulez. C'est là l'intérêt, où la direction PJ de Paris, dans le cadre de la préfecture de police, c'est une machine de guerre, c'est-à-dire que sur un appel, vous avez tout le monde au rendez-vous, donc j'utilise bien sûr les autres brigades centrales, et à chaque fois, des groupes de 2-3 fonctionnaires à qui on donne un objectif pour aller planquer dessus, où le type est susceptible de venir. Donc tout le monde se disperse à de multiples points de la capitale et jusqu'en province, on demande, et une toile d'araignée se tisse, etc. Et surtout, je demande à la direction, blackout sur la presse, très important, parce qu'eux, ils l'ont su. Évidemment, tout se sait, à un moment donné, qu'on en dise, ça fuite. C'est tellement de joie à ce qu'il soit arrêté que ça a dû fuir. Bon. Et j'ai dit surtout, dont la direction se chargeait de la communication dans ce domaine. Nous, on voulait pas être ennuyés par les journalistes. Malheureusement, il y en a un une radio qui trahit. Il faut appeler les choses par leur nom à l'époque. Bon, là où on a du pot, c'est que malgré la trahison, le gars n'a pas entendu, donc ça l'a pas... Parce que vous vous rendez compte un peu la responsabilité s'il avait entendu et s'il s'était mis en cavale dans des endroits planqués où on le retrouve pas tout de suite et qu'entre-temps il a une pulsion parce qu'il voit passer une jolie fille. On aurait pu très bien, alors qu'il était identifié, avoir à nouveau un assassinat sur les reins. J'ose même pas en parler à nouveau, j'en ai le frisson. Donc le journaliste était viré et c'était le moins qu'il faille faire.
Bref, ça y est, tous les policiers sont affranchis, tout le monde est sur le pied de guerre. Et un jour, effectivement, 48 heures après, donc 2 enquêteurs de la brigade territoriale le voient sortir du métro Blanche. Et bon, évidemment, il est quand même caractéristique quand la photo, qui n'a rien à voir avec le portrait robot d'ailleurs. Mais bon, là, ils ont la photo, la vraie, et là, ils se disent, mais c'est lui, quoi. Bon, et eux, ils étaient sur autre chose, en définitive. Bon, inutile de vous dire qu'il y a des priorités. Donc, quand ils le voient, paf, ils sautent dessus, ils l'interpellent, et bon, voilà, ouf, il est arrêté. Guy Georges est interpellé le 26 mars 1998 vers 13h à la sortie du métro Blanche dans le 18e arrondissement. Quand il arrive au 36 quai des Orfèvres, toute la crime est là pour l'accueillir, le long du célèbre escalier. Les enquêteurs veulent voir la tête de ce tueur qu'ils ont mis tant d'années à attraper. Et c'est la surprise. Guy Georges n'a pas le type maghrébin. C'est un métis. Il ne fait pas 1m80, mais 1m72. Ces indices, comme beaucoup d'autres dans cette affaire, étaient des fausses pistes. Ce qui explique en partie la longueur de l'enquête. Mais pour l'heure, la nouvelle de l'arrestation du tueur de l'Est parisien fait grand bruit et tout le monde s'en réjouit. Le soir même, sur France Inter, le journal de Christophe Ondelat y consacre une large partie de son édition. Il est probable que ni Sherlock Holmes, ni le commissaire Maigret, ni l'inspecteur Colombo n'auraient pu arrêter aujourd'hui le tueur de la Bastille, car pour identifier l'assassin présumé de 3 femmes et peut-être de 7, il fallait plus qu'une loupe, plus que le savoir-faire légendaire d'un vieux flic. Ce matin, c'est la science qui a permis d'arrêter le suspect numéro 1. C'est la génétique et on va y revenir dans un instant. Mais parlons d'abord de lui. Il s'appelle Guy Georges, il a 36 ans, il est antillais, SDF. Il a été arrêté ce matin, presque par hasard, à l'intérieur du Monoprix de la Place Blanche à Paris. Une vendeuse du grand magasin raconte l'arrestation à Frédéric Carbone. J'ai vu 2 messieurs plaquer un autre, donc j'ai pris peur. J'ai d'abord voulu appeler directement la police parce que je pensais que c'était une bagarre. Et quand j'ai vu sortir des menottes, j'ai compris que c'était des policiers en civil. Ils m'ont juste demandé s'il y avait un endroit calme pour essayer de discuter. J'ai dit oui, je les ai envoyés au fond de l'apparat, ils se sont mis là. Et après, je les ai vus jubiler, sauter de joie, quoi. C'est tout. Maintenant, j'ai peur parce que je pensais que c'était une petite affaire, mais maintenant qu'on me dit ce que c'est, j'ai peur. Hein. Mais maintenant, oui, je suis contente, comme tout le monde, quoi, et un peu aussi soulagée. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé l'importance de ce qui se passait en face de moi, quoi. Sidonie, vendeuse à Monoprix. Alors, rappelons que Guy Georges reste un suspect, mais pour être honnête, Franck Herriot, les policiers sont plutôt formels. Hein. Grâce à la génétique, ils sont quasiment sûrs, pour ne pas dire sûrs, qu'il est l'assassin d'au moins 3 femmes, et peut-être plus. Ils sont formels sur 3 meurtres et une tentative, tout simplement parce que l'ADN, vous l'avez dit, l'empreinte génétique de Guy Georges est la même que celle relevée dans les appartements des 3 victimes et de la rescapée Elisabeth. Mais il reste 4 autres meurtres non élucidés, des meurtres de jeunes femmes commis à partir de 91 selon un mode opératoire quasi identique. Seule différence, elle est importante, dans ces autres dossiers, le tueur n'a laissé aucune empreinte. Le parcours sanglant de cet homme d'origine antillaise né de parents inconnus à Angers il y a 35 ans a commencé il y a une quinzaine d'années. En 83, il est condamné à 18 mois de prison pour attentat à la pudeur, puis à 10 ans en 85 pour le viol d'une étudiante sous la menace d'un couteau. Il aura encore affaire à la police pour des bagarres et plus récemment pour le vol d'un scooter. À chaque fois, il est relâché. SDF, il poursuit son errance entre des squats et le domicile de ses parents adoptifs. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, il est à nouveau interpellé dans le cadre d'une enquête sur le meurtre et le viol d'une jeune femme dans un parking parisien. Et à l'époque, les policiers ne font pas le rapprochement avec le tueur de l'Est parisien. Ce n'est finalement que la semaine dernière que les enquêteurs de la crime exhument sa fiche génétique de son dossier, un dossier perdu parmi les 2500 autres concernant tous les délinquants sexuels connus à Paris et dans la banlieue. Après avoir retracé grossièrement le parcours criminel de Guy Georges, les journalistes retrouvent l'avocat qui avait défendu Guy Georges en 1985, lors d'un procès où ce dernier avait écopé de 10 ans de prison pour un viol sous la menace d'un couteau. L'un de nos reporters, Pierre Savary de Radio France Nancy-Lorraine, a retrouvé cet après-midi l'avocat qui avait défendu Guy Georges en 1985, donc dans une affaire de viol dont vous venez de parler, affaire jugée à Nancy. Il se souvient très bien de son client et reconnaît qu'il était perturbé. Il s'appelle Jean-Pierre Morin.
C'est un garçon qui m'avait frappé parce que il était d'un mutisme certain. Il n'était pas du tout communicatif. C'est un garçon qui s'était recroquevillé sur lui-même, qui n'était pas du tout causant, qui ne savait pas comment l'affaire allait s'orienter et qui était assez méfiant, assez renfermé. Il avait une personnalité très perturbée sur le plan psychologique. J'ajoute que c'était un garçon comme on peut en rencontrer des milliers dans la rue. Il n'avait aucune caractéristique particulière. Il avait le type africain moyen comme on en rencontre des milliers. J'ajoute que c'est le genre d'homme qui a vraiment besoin de suivis médicaux très prolongés, très efficaces, très soutenus. Et je crois que si ces garçons-là ne sont pas soignés de façon particulièrement suivie, eh bien les récidives, les rechutes sont toujours à redouter. Vraiment, ce sont des personnes qui posent problème à la société et l'urgence des soins pour ces personnalités me paraît vraiment une nécessité. L'arrestation de Guy Georges soulage tout particulièrement dans le quartier de la Bastille, où plusieurs de ces crimes ont été commis. Moi, j'ai une fille de 25 ans et j'avoue que même ma fille faisait un petit peu plus attention de ne pas rentrer trop tard et tout ça. Et je suis tout à fait ravie que ce monsieur soit arrêté. J'espère qu'il ne tuera plus. Cette dame habite donc rue de la Forge Royale, à 2 pas effectivement de la Bastille, et c'est dans cette rue qu'avait été commis le dernier meurtre. Depuis, raconte le facteur, on a changé les codes d'entrée des immeubles et il constate aussi que les dames seules lui demandaient de s'annoncer avant d'ouvrir. Dans l'immeuble où le meurtre avait eu lieu, une plaque toute neuve suggère de vérifier en entrant que la porte se referme bien, et c'est évidemment là, dans ce bâtiment, que le souvenir est le plus douloureux. C'est vrai, je connais une dame qui habite dans l'immeuble qui est totalement terrorisée, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Depuis, elle n'arrête pas de nous parler de ça. Ça fait peut-être 15 ans qu'elle vit dans l'immeuble, elle est seule, et maintenant elle attend des voix partout. Et même quand elle attend des pas dans les escaliers, ça la fait peur. Je discutais souvent avec elle quelquefois, mais elle n'en pouvait plus. Ce restaurateur remarque quand même que chez lui, le soir, il y a autant de monde qu'avant. D'autres commerçants ajoutent qu'il n'y avait pas vraiment de psychose, juste des accès de fièvre chaque fois que la presse donnait des informations sur ce tueur en série. Ça y est, 7 ans après le premier meurtre, le tueur de l'Est parisien est enfin arrêté. Guy Georges est aussitôt mis en examen par le juge Thiel pour les 3 meurtres et l'agression sexuelle où son ADN a été retrouvé. L'enjeu maintenant, pour les enquêteurs de la crime, c'est de lui faire avouer les autres meurtres, ceux pour lesquels il n'y a pas d'ADN. Cette cérémonie des aveux, nous vous la raconterons dans le prochain épisode.